Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, Bernard. Merci à Vincent pour cette invitation. Je voudrais commencer mes réflexions en évoquant le documentaire Écran global, réalisé par Anne-Sophie Lévy-Chambon et consacré à l'utilisation et à l'impact des écrans dans notre vie quotidienne. Exactement le même sujet du colloque international que Bernard évoquait, dans lequel il est lui-même impliqué. Ce documentaire que je viens de que je viens de mentionner a été diffusé par France 5, ça fait 15 jours. Ils vont le rediffuser, ça sera le 4 juillet, mais vous pouvez le trouver aussi sur YouTube. En tout cas, c'est quelque chose de très récent. Et ce qui me semble caractériser ce documentaire, c'est non seulement qu'il montre que les écrans sont aujourd'hui présents dans toutes les activités et à tous les âges de notre vie, mais aussi qu'il le montre en soulignant surtout que cette prolifération des écrans comporte des pertes et donc des dommages majeurs pour notre vie. Le risque de perdre certaines capacités psychomotrices et cognitives liées à l'écriture manuscrite, par exemple. L'affaiblissement de la mémoire et de l'attention, la réduction du temps à notre disposition pour dialoguer en famille, etc., etc. Autrement dit, ce documentaire traite le phénomène de la prolifération des écrans avec l'attitude un peu nostalgique d'un non-digital native, pour utiliser une catégorie évoquée dans le documentaire lui-même, craignant la disparition de notre être au monde tel qu'il a connu. Heureusement, à un moment donné, quelqu'un rappelle que des attitudes apocalyptiques semblables se répètent en Occident, au moins depuis Platon, face à des grandes révolutions culturelles comme celle qu'on est en train de vivre. Et par ailleurs, je vous rappelle que Umberto Eco qualifiait d'apocalyptique ce genre d'attitude déjà en 1965. Pour cette raison, je crois qu'une mise en perspective historique de la question des images, des supports des images dans la culture occidentale, ainsi qu'un effort de description phénoménologique, pas forcément au sens technique du mot, des caractères propres aux écrans numériques, me semble être deux éléments fondamentaux d'une activité scientifique et pédagogique de ce que j'appellerais les études d'écran, qui à mon avis est urgent d'intégrer en France dans les programmes de la recherche et de l'enseignement supérieur, afin d'essayer de réduire à la fois l'écart entre non-digital natives et digital natives, ainsi que peut-être celui entre les sciences dures et les sciences humaines. Je précise qu'ainsi conçues, les études d'écran ne seraient pas qu'une traduction des programmes de Screen Studies qu'on trouve déjà dans plusieurs universités anglo-saxons. En effet, généralement, ce Screen Studies ne sont que des programmes élargis de Media Studies ou de Visual Culture Studies, puisqu'ils ne prévoient pas précisément des éléments comme ceux que je mentionnais plus haut, c'est-à-dire l'approche descriptive de l'objet écran numérique et de notre expérience de relation avec celui-ci d'un côté, et la perspective historique
de la question des supports des images dans notre culture. Et c'est donc, je crois donc que les études d'écran doivent intégrer les éléments que je viens d'évoquer pour contribuer à s'inscrire dans une constellation méthodologique et transdisciplinaire comme celle dont on a parlé dans l'après-midi de hier à propos de la herméneutique du numérique. C'est donc de ces deux éléments, celui de la mise en perspective historique de la question des supports des images et celui de la description phénoménologique des écrans numériques que je vais chercher à vous donner maintenant quelques échantillons. En ce qui concerne le premier élément, je voudrais partir d'une date canonique, c'est-à-dire le 1435, qui est, comme on le sait, l'année où Léon Battiste Alberti acheva la rédaction latine de son traité de Pictura, qui est le texte fondamental de la peinture occidentale moderne, dans lequel il a proposé une manière générale de voir le monde, qui est encore considéré comme dominant dans notre culture. Je vous rappelle seulement un petit passage de cet ouvrage. Là où Alberti écrit, je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait d'angle droit, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire. Comme on vient de le lire, Alberti explique là une technique picturale bien déterminée. Nous la connaissons sous plusieurs noms, dont précisément celui de perspective de la Renaissance. Et ce qui nous intéresse est que la fortune de la formulation d'Alberti qu'on vient d'entendre a été telle qu'elle n'a pas caractérisé seulement une certaine manière de concevoir le tableau. Plus généralement, à partir d'Alberti, la fenêtre devient le dispositif optique que l'époque que nous appelons moderne a pris comme modèle de notre manière de voir le monde. Donc, vous voyez, je disais, mise en perspective historique de la question des supports, des images dans notre culture. L'idée est que chaque époque a sa manière de voir le monde et sa manière de concevoir le voir. Sur la base d'un dispositif optique qui est le dispositif optique de référence de cette époque, et donc qui devient le modèle du voir de cette époque elle-même, et qui donc conditionne notre manière de voir, de percevoir, et aussi de désirer, et de penser aussi. Et pour ce qui concerne la modernité, ce modèle optique a été la fenêtre. Et la question devient, y a-t-il aujourd'hui un différent modèle, un différent dispositif optique qui est dominant à notre époque? C'est vrai que la fenêtre continue, à mon avis, à être un modèle considéré comme dominant. Le cinéma aussi s'y réfère beaucoup. Le fait que le plus célèbre système d'exploitation des ordinateurs s'appelle Windows
est encore un signe du caractère dominant que la fenêtre garde dans notre culture, mais à mon avis, si on va au-dessus de ce type de signe, on voit qu'aujourd'hui, le modèle, le dispositif optique dominant, et donc le dispositif optique qui est en train de devenir le modèle de notre voir, de notre concevoir le voir, de notre manière de percevoir et de désirer, est bien devenu l'écran. Et donc, je crois que comprendre notre expérience présente des écrans pourra nous aider à comprendre notre expérience présente du voir. En outre, je pense que notre expérience présente des écrans provient de celle qui nous a été enseignée par le cinéma, malgré les différences multiples qui séparent désormais notre expérience des écrans cinématographiques et notre expérience des écrans que je pourrais caractérisé comme post-cinématographique. Il faut rappeler en effet que malgré ces différences, c'est précisément le cinéma qui nous a appris à considérer l'écran comme une surface dont l'opacité, au lieu de cacher, permet de voir, résolvant ainsi une ambiguïté qui s'était glissée dans le mot écran à partir du début du XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où on a utilisé le mot écran pour désigner des phénomènes qui sont parus dans le domaine du divertissement public. En effet, c'est en 1810 qu'on peut trouver dans le Oxford English Dictionary la première occurrence du mot écran pour parler référer précisément au domaine du divertissement public. Et ça implique dans l'histoire du mot et dans tous ceux qui se réfèrent à ce mot, un tournant important. Parce que le mot écran est un mot qui, jusqu'à ce moment-là, se référait au domaine de la vie privée et qui avait la signification de quelque chose qui cache ou qui protège. Et c'est seulement le verbe duquel le mot écran dérive. Le mot est un mot germanique d'origine francique et donc néerlandais, le verbe screamen. Et protéger, je vous disais, cacher, jusqu'au moment où le mot écran vient utiliser à partir du début du XIXe siècle pour parler des fantasmagories, c'est-à-dire pour parler d'une projection d'image à un moment produite par une lanterne magique sur précisément un écran blanc. Une telle occurrence, donc, signale l'inscription de l'ambiguïté que j'ai mentionnée plus haut dans la signification du mot écran. Si en précédence l'écran était censé être une surface qui protégeait, qui cachait, à partir de ce moment-là, l'ambiguïté dont je suis en train de parler se glisse dans la signification du mot, et donc l'écran est censé être à la fois quelque chose qui d'un côté cache et qui de l'autre côté montre.
Et en effet, on peut dire que cette ambiguïté n'est pas qu'une ambiguïté sémantique, c'est aussi et même d'abord une ambiguïté spatiale. L'écran garde son caractère de surface protectrice puisqu'il cache la lanterne magique du regard du spectateur, puisqu'il cache donc la source lumineuse des images et la machinerie qui les produit, alors que d'autre part, ce même écran peut ainsi montrer d'une manière encore plus spectaculaire les effets de la machinerie. Il est donc très important de souligner cette ambiguïté parce que, à mon avis, à partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment de la naissance et du développement du cinéma, je crois que le côté et l'acception de l'écran en tant que ce qui montre tendent à devenir prévalents par rapport à l'autre aspect, c'est-à-dire celui qui concerne le cachet. Et en effet, ce qui caractérise le cinéma est le fait que l'écran ne renvoie plus à quelque chose qui serait derrière l'écran lui-même, et donc on ne renvoie plus à une sorte d'espace métaphysique qui serait au-delà de l'écran lui-même et qui garderait la vérité de ce qu'il est projeté sur cet écran. Donc, là, je vois une rupture importante entre deux supports des images qui sont fondamentaux dans l'histoire de la culture occidentale, la fenêtre et l'écran qui commence à trouver son autonomie, et cela est accompagné évidemment par des changements qui concernent la conception du voir, je vous disais, et la conception même du désir. Le désir tel qu'il avait été conçu à l'époque moderne avait encore à faire avec la possibilité de voir au-delà de la fenêtre, au-delà de l'écran, tandis que la surface de l'écran cinématographique nous enveloppe plutôt dans une visibilité à laquelle elle nous invite à qu'elle nous invite à habiter. Et donc, encore une fois, la rupture entre en deçà et au-delà est quelque chose qui change aussi la manière de désirer. Si pour l'instant j'ai souligné un élément de discontinuité entre la fenêtre et l'écran, je voudrais de l'autre côté souligner que cela n'exclut pas que quelques caractéristiques dans certains dispositifs optiques puissent se transmettre d'une époque à l'autre. C'est ce qui paraît être le cas de la forme quadrangulaire attribuée par Alberti à la fenêtre, et en particulier la forme rectangulaire qui est encore attribuée à nos images et donc à leur dispositif de production et de reproduction.
dans une manière tellement dominante que cette forme nous semble aller de soi. Et elle nous semble aller de soi et non pas être ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire un construit culturel bien particulier. Il est clair que ce construit culturel renvoie à celui de la perspective de la Renaissance que j'ai évoqué auparavant, mais on ne peut pas s'arrêter là dans la recherche des précédents historiques. Se référant à la formulation latine du passage d'Alberti que j'ai rappelé plus haut, Daniel Arras a traduit, la formulation était... je me réfère en particulier au passage où Alberti écrivait dans la traduction française « fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire ». Eh bien, Daniel Arras propose de traduire le mot latin, le verbe latin contueatur, non pas comme regarder, mais comme contempler. Et sur cette base, il écrit « Le mot contempler m'a toujours fasciné. Il est d'une logique extrême, car d'un contempler, il y a temple. Et le templum que l'on contemplait était le carré ou le rectangle que les aruspices romains dessinaient avec leurs bâtons dans le ciel pour attendre d'y voir comment y passeraient les aigles. Et selon la direction, les nombres d'aigles, leur vitesse, l'aruspice pouvait faire telle ou telle interprétation de ce qu'il était dit par ce signe. Et sur cette base, Arras décèle, je le cite encore, cette notion de délimitation d'une zone, au départ dans le ciel, ensuite au sol comme templum, lieu du sacré, puis dans la peinture comme le quadrangle albertien déterminant le templum de la peinture où l'on va contempler la composition. Autrement dit, le lien linguistique que Arras met en évidence, contempler templum, vaut à souligner un élément de continuité entre le geste des aruspices romains et celui d'Alberti, l'un et l'autre consistant à circonscrire la surface d'un quadrangle auquel notre culture ne cesse d'attribuer des caractères particuliers ainsi qu'un rapport spécifique à notre vision. Mais l'écran aussi, et non seulement celui du cinéma, se présente avec des caractères semblables, c'est-à-dire l'écran aussi, non seulement donc le templum et la fenêtre, mais aussi l'écran se présente comme une surface quadrangulaire qui est investie des caractères particuliers et de rapports spécifiques à notre vision, qu'Arras fait remonter au geste des aruspices romains. Des caractères et un rapport propre à attribuer à ce qui apparaît sur cette surface une valeur excédant son simple apparaître. En somme, on peut dire que ce qui apparaît sur l'écran, ce n'est pas seulement ce qui apparaît. Par ailleurs, il faut ajouter que l'usage d'investir une surface quadrangulaire et normalement verticale d'un rapport privilégié à la vérité semble être bien plus ancien de l'institution même du templum. En effet, on peut déjà dépister cet usage dans les rideaux que Pythagore hérite de la tradition sacerdotale pour séparer ceux qui ont le droit de le voir de ceux qui ne peuvent que l'écouter, même si dans ce cas-là, une telle surface, le rideau, ne signifie pas le visible comme le fait par contre le templum, mais l'interdit. Ou plutôt le sursignifie en l'interdisant.
tout en maintenant la tendance à investir d'une valeur privilégiée, négative ou positive, une surface quadrangulaire et normalement verticale. On est donc passé peu à peu d'une conception fondamentalement théâtrale du support, dont le dispositif de la fenêtre est aussi inspiré, à savoir par antonomase un dispositif représentatif s'ouvrant par l'institution, l'ouverture ou la déchirure de la surface placée face du spectateur, un dispositif plutôt cinématographique entendu dans la façon que j'ai cherché ci-dessus à exposer brièvement. Et là, je voudrais maintenant arriver à parler de la troisième partie de mon exposé, c'est-à-dire celle qui concerne de manière plus... merci. Direct l'écran numérique. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais le faire tout d'abord en vous montrant cette vidéo. Vous voyez, la vidéo qu'on est en train de voir est intéressante parce que exhibe les relations d'un écran géant interactif installé à New York sur Times Square par la marque de mode Forever 21 en juin 2010. Et donc les relations que cet écran établit avec ses propres spectateurs. C'est un écran interactif qui a été projeté par l'agence interactive Space 150 et cet écran montre, comme vous le voyez, une jeune femme mannequin qui marche au devant des images affichant en direct la foule groupée sur la place. Parfois, ce mannequin embrasse l'une des personnes et les transforme en une grenouille. Parfois, elle les fait glisser dans son sac à main, puis s'en va tranquillement. À un moment donné, le mannequin prend une photo instantanée Polaroid de la foule, la secoue et la brandit devant elle en montrant une image rapprochée de la foule qui est en bas. Il me semble que d'un côté, ce panneau interactif nous fournit un point de vue très important, non seulement sur la manière dont les médias électroniques conçoivent le rapport aux médias qui les ont immédiatement précédés dans le temps, à savoir la photographie et le cinéma, mais aussi sur la manière dont ils conçoivent le rapport à eux-mêmes.
En effet, la photographie est pour ce type de média un prédécesseur qui est évoqué de manière explicite par l'écran qu'on est en train d'examiner, par les instantanés Polaroid. Quant au cinéma, qui est l'autre prédécesseur que j'ai mentionné plus haut, il est évoqué de manière implicite de plusieurs manières. Parmi celles-ci, il y a la vieille promesse, toujours prête à se changer en menace, de faire vivre le spectateur sur l'écran. Or, si le cinéma a toujours dû pratiquer cette promesse à travers des acteurs jouant le rôle de spectateurs, l'écran urbain qu'on est en train d'examiner montre quant à lui les images en direct de spectateurs authentiques. Et il le fait même de deux façons différentes. Des spectateurs authentiques se promenant dans Times Square se voient sur l'écran. Et de plus, quelqu'un parmi eux peut découvrir qu'il est le protagoniste de l'un des instantanés Polaroid pris par le mannequin. Cette différence essentielle dans la manière de faire vivre le spectateur sur l'écran est, me semble-t-il, l'aboutissement de deux façons différentes de provoquer la rencontre entre le spectateur et l'écran. En effet, dans le cas du cinéma, c'est le spectateur qui choisit d'aller rencontrer un écran et à cette fin de se rendre à l'intérieur d'un lieu fermé bien particulier. En revanche, dans le cas des écrans urbains comme celui que nous venons de voir, on peut dire qu'en un sens, c'est l'écran lui-même qui est conçu et créé pour aller rencontrer le spectateur, produisant ainsi une rencontre que le spectateur, normalement, ne choisit pas du tout et qui est donc censé le surprendre au cœur d'un espace public extérieur. Et donc, dans ce sens-là, il y a, on peut dire, dans la relation des écrans numériques par rapport à ses prédécesseurs, c'est-à-dire l'écran cinématographique et la photographie, il y a un rapport qu'on pourrait qualifier de reprise et dépassement. Quant au rapport des médias électroniques à eux-mêmes, les images du panneau géant de Times Square montrent que ces médias considèrent ostensiblement l'écran plutôt que comme une sorte de fenêtre, comme un dispositif optique qui leur est tout à fait spécifique et qui est le dispositif optique dominant à notre époque. Or, pour reprendre ce que je disais auparavant concernant les développements de l'acception du mot écran, je suggère que l'affirmation progressive de l'écran en tant que dispositif autonome de notre vision commence déjà d'une manière inévitablement contradictoire avec l'émergence du cinéma, à savoir à cette époque que Friedrich Jameson a qualifié de phase moderniste du capitalisme, c'est-à-dire à partir des années 1890. Et je suggère aussi que cette progressive autonomisation de l'écran trouve son accomplissement dans notre époque postmoderne, c'est-à-dire à partir des années 50, une époque dans laquelle l'écran petit à petit devient un display, et donc l'ambiguïté montrée, cachée, est complètement effacé parce que display ne signifie justement que exhiber, que manifester. Donc le côté caché du mot écran va disparaître. Or,
Le philosophe français de la condition postmoderne, Jean-François Lyotard, nous invitait à réfléchir sur les liens qui unissent la mutation d'un dispositif optique dominant à une certaine époque à la mutation du désir qui survient à la même époque. En acceptant une telle invitation, on serait tenté d'affirmer que, à l'époque de notre condition postmoderne dominée par les médias électroniques, le désir qui est à l'œuvre dans notre rapport avec eux est moins le désir de vivre sur des écrans, comme c'était au cas du cinéma, que le désir d'être présent sur leur surface, au moins pour un instant. S'il est ainsi, le temps de ce désir n'est plus le temps qui était à l'œuvre dans le désir tel qu'il était exhibé au cinéma, c'est-à-dire le temps que caractérise le cinéma selon Deleuze, qui, en reprenant une phrase de Proust, parle de la temporalité du cinéma comme un peu de temps à l'état pur et non pas en présent. Par contre, la temporalité qui serait à l'œuvre dans les écrans post-cinématographiques semble plutôt une temporalité à laquelle on peut référer l'expression de Vivian Sobchak qui parle des médias électroniques comme quelque chose qui nous invite à play and display. Et encore une fois, vous voyez la centralité du mot display dont on parlait déjà auparavant. Donc, les médias électroniques nous inviteraient à play and display dans un présent qui est, à mon avis, à son tour un présent mythique. Deleuze parlait du temps du cinéma comme un temps mythique. Il faisait écho à Proust pour dire cela, mais il s'agissait plutôt d'un passé mythique. Par contre, j'ai la tendance à penser que la temporalité du play and display qui caractérise les écrans post-cinématographiques est une temporalité qui a à voir avec un présent mythique, à savoir le présent que, d'après Slavoj Žižek, le surmoi de la condition postmoderne, renversant les contenus de la traditionnelle interdiction de jouir, évoque par l'impératif jouis maintenant. Or, c'est bien ce maintenant, le présent introuvable et donc mythique, d'une jouissance qui est irréalisable parce qu'elle est une injonction du surmoi, que Žižek qualifie d'agent moral cruel et sadique qui nous bombarde des gisances impossibles et qui ensuite observe avec jubilation notre incapacité à y répondre. Par ailleurs, l'expression temps réel, devenue désormais omniprésente, bien qu'elle n'ait aucun sens en dehors de l'informatique, semble être un autre symptôme de cette même mythisation du présent. C'est précisément un tel présent mythique que les médias électroniques ont la tendance à conjuguer avec la surface plate des displays, ce qui témoigne de la mutation simultanée de la temporalité et de la spatialité de notre désir. Malgré ce que le panneau de Forever 21 montre de manière séduisante, évidemment, une telle spatio-temporalité, ainsi que nous avertit de nouveau Sobchak, ne peut être habitée par aucun corps qui ne soit aussi un corps électronique. Autrement dit, pour habiter des écrans
de ce type, le corps humain doit être réduit à sa seule surface et cela impose des exigences esthétiques et éthiques que nous avons entendu Zizek qualifier d'impossibles. Celle d'être Forever 21, d'avoir à jamais 21 ans, est bien emblématique. C'est précisément l'insurmontable impossibilité de satisfaire une telle injonction qui condamne les personnes qui, les mannequins, pêchent dans la foule à être transformées en des grenouilles ou à être enfermées dans un sac à main par de telles incarnations capricieuses du surmoi postmoderne. Je voudrais maintenant revenir avec vous à Times Square pour examiner une autre vidéo. Là, c'est une autre vidéo très populaire sur le web et c'est la vidéo qui montre un jeune qui se fait filmer pendant qu'il pirate des écrans pour y installer une vidéo qui le montre précisément en train d'expliquer sa technique de piratage. Là, il est en train, comme l'audio ne marche pas, je vous demande de me faire confiance. Le jeune était en train d'expliquer sa technique de piratage et maintenant il est en train de montrer l'efficacité de sa technique de piratage qui lui permet de faire apparaître son image sur les différents écrans de Times Square. Et là, vous avez le sommet de la prestation. Le voilà. Et on n'est pas sûr qu'il s'agit que la technique de piratage est vraiment telle que le jeune l'explique dans cette vidéo. En tout cas, aussi vrai ou aussi fausse que soit une telle technique, cette vidéo me permet non seulement de confirmer, mais aussi de préciser les termes de la mutation simultanée de la temporalité et de la spatialité du désir qui est à l'œuvre dans notre rapport actuel aux écrans. Être présent sur leur surface, au moins pour un instant, je disais, pour se voir soi-même comme un autre vu par autrui. Ça serait, à mon avis, la formule du désir à l'œuvre dans notre relation aux écrans numériques. J'ajoute que cette mutation du désir est symboliquement exhibée dans la dernière scène de la vidéo où l'image du jeune pirate se superpose sur l'écran de Times Square à celle d'une bande d'annonces cinématographiques. Donc c'est comme une manière emblématique de souligner le passage, si vous voulez, du dispositif optique de l'écran cinématographique au dispositif optique de l'écran numérique. Donc on est en train de parler du désir à l'œuvre dans notre relation aux écrans numériques et ça c'est précisément le sujet de cette vidéo française intitulée « La piège des images » que l'agence W Adjust a
réalisé en 2011 pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Outre que pour la musique, que je vous assure être une musique angoissante, et là encore il faudra me faire confiance. L'atmosphère angoissante imprégnant la vidéo est suggérée par les prises de vue. On peut le reproposer. Les prises de vue des jeux abandonnés dans les pièces de la maison déserte et par les cris étouffés du garçon tapant contre les différents types d'écrans derrière lesquels il semble être emprisonné. Et toute cette atmosphère angoissante prépare l'apparition des deux invités. Le premier que vous avez vu passer était « Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images ». Et l'autre qui apparaît ici avec le générique est « Soyons tous responsables face aux écrans ». Dans cette vidéo, on est frappé surtout par le contraste éclatant entre la situation carrément contemporaine qui est montrée et les termes plus qu'élimés de la première invite. En effet, celle-ci nous fait entendre tout de suite les échos de la condamnation platonicienne des images qui accompagnent notre culture dès sa fondation. Ne nous faisons pas piéger, ne laissons pas que nos enfants soient piégés par les images. Et en revanche, ici, dans l'autre exhortation, celle qu'on est en train de lire, il y a un élément de nouveauté qui indique carrément les écrans au pluriel comme le nouveau moyen de contagion du danger pérenne constitué par les images. En somme, la vidéo examinée semble prendre encore plus au sérieux que Platon lui-même le rôle de la surface verticale sur laquelle celui-ci imaginait que les ombres étaient projetées dans l'allégorie de la caverne. Et là, je suis à la dernière vidéo dont je vais vous montrer seulement une petite partie. C'est une autre écho de ce renvoi au mythe de la caverne, à l'allégorie de la caverne, qu'on retrouve très fréquemment dans notre manière contemporaine d'imaginer nos relations avec les écrans. Et là, vous voyez encore une fois, comme dans le cas précédent, l'idée d'un univers concentrationnaire créé par les images et donc dominé par l'illusion et la duperie que les images produisent. Et vous retrouvez aussi l'idée qu'il serait possible d'évader dans tel milieu en attendant enfin, au-delà du mur qui entoure le milieu, la sortie. Il y a toujours cette idée qu'il y a un milieu concentrationnaire, celui des images, mais il y a aussi la possibilité de trouver une sortie. Vous voyez, on est encore à l'allégorie de la caverne, et
là, le protagoniste du film, j'ai oublié de le présenter, c'est très fameux, c'est The Truman Show, a trouvé le mur et évidemment, s'il y a un mur, il y aura aussi une sortie. Or, voilà, quand j'ai regardé cette séquence et j'ai écouté la bande sonore du film qu'on ne peut pas écouter maintenant, je me suis dit que à bien y regarder, j'avais la tendance à me reconnaître dans ce que l'autre personnage de la séquence, ce qui est censé être le méchant de la séquence, hein, c'est-à-dire le créateur de l'émission télévisée dont Truman découvre d'avoir été le protagoniste sans le savoir, eh bien celui-ci n'a pas tort quand il affirme je le cite, qu'il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce milieu. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur des écrans numériques qu'à l'intérieur des écrans numériques. Mais il faut faire attention, évidemment, la raison n'est pas que la réalité soit disparue, comme quelqu'un l'a prétendu peut-être précisément à cause des écrans numériques. Il faut plutôt en conclure que la réalité n'a jamais existé comme une donnée première, dernière et séparée des images avec lesquelles nous l'abordons tout le temps et de leur support. Je vous remercie avec Jim Carrey. Merci Maro, désolé pour ces problèmes de... La prochaine fois, je parle de Proust, comme ça, vous avez seulement des livres à lire, pas toute cette technologie. Hein. Comme je l'ai dit ce matin, nous pensions avoir du matériel ici, que c'était une salle équipée. D'habitude, on fait nos séances au Centre Pompidou avec une régie qui est à nous. Ah, d'accord. Et ici, il a fallu tout apporter, parce qu'on a loué une salle. Il a fallu apporter une régie, etc. Voilà, c'était... on peut ouvrir une discussion, si vous voulez bien. Voilà. Donc, qui veut intervenir? Après, on fera une pause. Jean. Oui, juste une question sur le rapport que vous avez fait au début sur écran comme fenêtre et puis écran qui cache mais qui montre en même temps, puisque on peut projeter là-dessus. Comme vous avez fait ensuite référence à la philosophie grecque, je me demandais si la continuité que vous mettiez en œuvre était bien réelle, dans la mesure où, chez les Grecs, comme vous savez, la théorie de la vision, c'est qu'il y a des rayons qui sortent des yeux et qui viennent palper les objets. Bon. Et finalement, c'est ça qu'on retrouve sur l'écran. On retrouve cette idée d'une espèce d'image qui serait composée sur la surface et qu'on arriverait à palper. Donc je me demandais si finalement cette continuité, il ne fallait pas la voir là, c'est-à-dire dans l'idée que la vision devait être couplée avec une palpation ou avec quelque chose comme un écran sur lequel on projette. Si finalement cette idée moderne du cinéma ne retrouvait pas quelque chose de la théorie antique, évidemment différente, puisque nous on a une théorie de la lumière, hein, pour rendre compte des images.
Donc je me demandais si cette continuité-là, on ne pouvait pas la préciser plutôt dans ce sens-là. Préciser la continuité, les éléments de continuité entre la culture grecque et notre conception de la vision, c'est évidemment quelque chose qui va au-delà de ce qui était le but de mon intervention. J'ai voulu signaler le fait que même si on peut retrouver des éléments de discontinuité, et là je dois préciser non pas l'écran comme fenêtre, mais la fenêtre en tant que dispositif optique précédant celui de l'écran, mais fondamentalement différent, parce que la fenêtre est basée sur la transparence, hein, tandis que l'écran est basé sur l'opacité qui nous fait voir. Et donc là, c'est ça l'élément de discontinuité que je tenais à souligner. Mais je voulais aussi montrer que s'il y a des éléments de discontinuité, bien entendu, il y a aussi des éléments de continuité, dont l'élément de continuité que j'ai montré, c'est-à-dire l'élément de continuité qui consiste à concevoir le support des images comme un support quadrangulaire et rectangulaire qui, selon Arras, est quelque chose qu'on peut retrouver chez les aruspices romains. C'est ça sa théorie. À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi il faut s'arrêter aux aruspices romains? Il y a bien d'autres éléments de continuité qu'on peut reconnaître. Mais mon intérêt, c'était pas celui de retrouver les éléments de continuité concernant notre conception du voir, parce que c'était quelque chose de trop grand, mais concernant le rôle d'une surface. Et alors là, je me suis dit que l'idée de la surface qui cache, hein, qui devient un caractère stable de la culture occidentale à partir de grec et jusqu'à l'événement du cinéma. L'idée de la surface qui cache et donc de la surface qui fait de barrière entre un monde des illusions et le monde de la vérité qui est censé être l'invisible, c'est quelque chose qu'on peut trouver bien même avant Platon, hein, et qu'on peut retrouver déjà dans l'usage du rideau chez Pythagore. Voilà. Et donc cette idée du rideau qui cache m'intéressait parce que on le retrouve par exemple dans le rideau du théâtre. Et le modèle de la fenêtre est encore probablement une variante d'un modèle théâtral qui est un modèle dont la continuité traverse la plupart de la culture occidentale. Qui veut? Oui. Monsieur qui fait la géographie. Voilà. On est très intéressé par les disciplines qui sont présentes. Je suis très heureux qu'il y ait des géographes. Merci, mais je n'ai pas déjà posé des questions de géographe malheureusement. Vous avez dit heureusement ou malheureusement? Malheureusement, ça dépend pour qui.
Je souhaitais d'avoir Non, des questions de géographie. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, j'ose pas encore. Non, donc c'est une question sur l'introduction de votre propos à propos de ce documentaire de France 5, Écran global. Vous avez introduit votre propos en parlant de cette figure un peu du prophète de malheur qui vient s'inquiéter des effets cognitifs de la fréquentation des écrans à tous les âges, pour tous les publics. Et vous avez dit qu'il fallait aller un peu au-delà de ça. Moi, d'ailleurs, par la suite, dans votre propos, vous n'en servez pas tellement de cette figure-là, du prophète de malheur. Moi, je voulais juste vous renvoyer à un bouquin de Jean-Baptiste Fressoz qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse et qui montre à partir de quand naît cette figure du prophète de malheur qui se plaint toujours des progrès qui sont en fait extrêmement dangereux, qui amènent maladie et désolation. Et il nous montre très bien que c'est une figure qui apparaît avec la révolution industrielle. Et il le montre à partir du cas des résistances à la vaccination variolique, aux explosions de machines à vapeur qui font très peur, aux explosions de gaz pour l'éclairage au gaz, quand on passe à l'éclairage urbain au gaz, et tout ce qui concerne l'industrie chimique en ville. Et lui, il parle d'une construction sociale de l'accoutumance au risque. Voilà. Et donc moi je me demandais dans le cas de tout ce qui nous concerne ici, à savoir les technologies numériques et notamment les débats sur les effets sur la santé, et sur le cerveau des écrans et des modes de travail numériques, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de faire la généalogie, l'historique de la construction de cette figure du prophète de malheur? Il me semble que c'est quelque chose qui apparaît de manière très claire, très simple, hein, c'est les technophobes. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui les technophobes, ils ont peur du numérique, à la lave, et ils ne sont pas de leur temps. Enfin, donc dans votre cas à vous, là, sur cette historicisation du rapport à l'écran, je pense qu'il y aurait peut-être ça aussi à développer. Et sinon, j'ai une petite remarque qui concerne sans doute pas mal le cas des écrans, mais qui concerne aussi peut-être toute la journée. Je n'étais pas là hier, je ne sais pas qui a été cité, mais enfin bon, il y a eu 72 philosophes au moins qui ont été cités aujourd'hui. Alors moi qui suis géographe, vous savez, j'ai l'impression d'avoir un poids d'arguments d'autorité là qui m'arrive dessus. Je me dis, je comprends rien à rien. Mais alors, par contre, je me dis quand même, il y en a un qui manque, je comprends pas. On n'a pas dit Baudrillard encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que je craignais que vous me posiez une question de géographie. Alors, j'ai fait une barrière du nom de philosophe. D'accord, ok. Non, donc, moi j'ai une question, et c'est une remarque. Donc pourquoi pas Baudrillard, la question des simulacres, le simulacre qui prétend se substituer au réel. Enfin, c'est une question que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été abordée. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous avez fait... voilà. Merci pour avoir introduit cette référence essentielle qui est la prospective, la perspective italienne, à partir de la race, puisque c'est le grand moment où on invente l'espace mathématique par la perspective italienne qui va passer après à la science. Et c'est le même moment où on invente la cartographie aussi, pas par hasard. On construit un point de vue. En fait, il y a ce débat sur le mot même utilisé, la perspective ou la prospective, la constitution d'un point de vue. Ce que je trouve intéressant et qui est au centre de ton exposé, très beau, c'est que ce jeu sur l'écran, sur la place à Times Square, brise tout ça. Il y a cette réflexivité qui casse totalement toute cette invention de l'espace, la perspective. Ça n'a rien à voir. Ça utilise pleinement la puissance du digital. On aurait pu faire ça un peu avec l'analogique, mais pas trop, et pour insérer les géants là, il faut de l'encodage. Pour interférer, comme fait les jeunes, là, à interférer, il faut du décodage, de l'encryptage. On ne peut pas le faire, ça, avec l'analogique. C'est vraiment du digital, et ce n'est pas un miroir, puisque les symétries sont celles d'une auto-image, c'est une réflexivité, c'est une puissance extraordinaire. Et là, je dis, et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas ces confusions avec le réel qui mènent les virtuels digitales. C'est pas toujours très intéressant. Comme je disais, ça pose pas mal de problèmes d'harmonisation scientifique, tandis qu'ici, on fait des choses très originales. C'est nouveau, c'est important. Enfin, un peu ce que je disais aux architectes, ils m'ont invité à un colloque, l'histoire, la puissance
déforme totalement la connaissance scientifique, du fait qu'il n'y a pas de dimension dans les discrets, donc on peut encoder n'importe quel nombre des dimensions finies de façon linéaire, qui est une déformation gravissime du physico-mathématique et du biologique, mais au contraire, c'est une extraordinaire puissance. Mais je leur disais, mais faites des modèles à 6 dimensions, à 7 dimensions, de maisons, de quoi, à 9 dimensions, puis projetez-les sur les toits, voyons qu'est-ce que ça donne. Enfin, c'est cette puissance nouvelle qu'il faut utiliser, pas seulement le prendre pour une image du monde. Et cette histoire de l'autoréflexivité encodée, je trouve que c'est extraordinaire, on devrait faire tout le temps. C'est ça qu'il faut inventer de nouveau avec cet outil original. Comme ont fait les peintres de la Renaissance. Ils ont inventé un outil nouveau, une technologie qui est la perspective, et paf, ils ont changé le regard scientifique, puisque la cartographie Copernic, il est possible, puisqu'il prend le point de vue du Soleil, il change de perspective. La prospective, qui est un résultat, c'est quand la technique se diffuse en Europe. J'avais une question également, je vais me permettre de la poser, je vais me mettre ici parce que je sais que c'est cadré. Et alors, c'est peut-être pour illustrer ma question, j'ai été donc j'ai cru comprendre dans votre exposé que nous étions passés d'une conception de la fenêtre qui permettait de contempler un monde à un écran qui nous cachait quelque chose. J'ai cru comprendre que ça se passait pendant le cinéma, enfin la production du cinéma, et que du coup, et l'apparition de l'industrie culturelle. Ça m'a fait penser que industrie veut dire effectivement, enfin vient de industriare, qui signifie un système de production à partir de tâches qui se succèdent et qui se cachent mutuellement les unes les autres. Et je me suis demandé du coup si nous n'étions pas en train de revenir à un système de fenêtres avec les technologies numériques et la baisse des coûts de production et de diffusion de l'image, c'est-à-dire que les gens seraient en mesure, les citoyens, de se réapproprier le cadre pour faire voir leur monde, pour faire contempler leur monde personnel. Donc c'était l'exemple du hacker qui vient s'exposer est tout à fait parlant à ce niveau-là. Sur Internet, on a beaucoup de gens qui montrent leur quotidien ou qui s'exposent à la vue de tout le monde. Et lorsque j'avais vu le film du CSA, je l'ai interprété différemment de vous. Je m'étais dit, ils exposent le danger de l'image maintenant, alors que l'image leur échappe. Au moment où Internet apparaît, d'ailleurs dans le clip, c'est des images d'Internet qui enferment l'enfant, alors qu'à la télévision ou au cinéma, on expose, à mon avis, rarement la dangerosité de l'image et comme vous le disiez, je me permets de vous contredire, la dangerosité platonicienne de l'image, par exemple le journal de 20 heures. J'avais une dernière remarque. Je l'ai oublié. Ah oui, j'étais très ému par la conception des origes, étant donné que je pratique moi-même le montage, et lorsqu'on fait du montage, on fait en sorte que ce qui est exposé par le jeu de l'association des images expose autre chose que ce qui est vraiment vu. Donc du coup, je ne sais pas si je suis très clair à ce niveau-là. La dernière remarque, je n'ai pas très bien compris. J'ai compris dans ce que vous disiez que les aigles qui passaient dans le ciel signifiaient quelque chose autre que le passage des aigles dans le ciel, lorsque les origes traçaient leur cadre. Et lorsque l'on produit un montage, on fait en sorte que l'association des images fasse que le sens, enfin que ce qui est exposé par l'image soit transformé par l'association de ce qui précède et ce qui suit, ou de l'ajout d'une voix off. Donc on expose rarement l'image comme une simple illustration, ou en tout cas on a raté à ce moment-là. C'est un montage qui est plutôt faible. On essaie de transformer la chose, le sens. Bon, faire voir un aigle pour faire entendre la force, la domination américaine. Bref. Merci. Attendez, vous n'êtes plus cadré. Oui, moi, dans les autres références, peut-être la Société du spectacle, quand même,
Il y a quand même, avec ces systèmes d'écran autoréflexifs, c'est quand même toute une manière de fictionnaliser sa propre existence. Enfin, vraiment, on joue à être soi. Il y a un espèce de dédoublement de personnalité où on est en permanence son double. Alors, son alter ego, c'est le caméraman en même temps que c'est le personnage principal. Il me semble qu'il y a quelque chose aussi par rapport au dédoublement de soi, au dédoublement qui me semble intéressant, qui ne me semble pas évoqué, de fictionnalisation, de fusion entre fiction et réalité, qui ne peut plus être séparée en fait. Oui, merci. Ça participe peut-être à votre mythologisation. D'abord, merci d'avoir pour cet exposé. Tu as parlé de screen studies, je ne connaissais pas l'expression en fait. En fait, il m'en avait parlé une fois, mais j'avais oublié. Et d'abord, je voulais souligner un point qui me paraît important, qui est un point de méthodologie, à savoir que ce que tu proposes, c'est d'avoir une approche généalogique en fait, et donc dans une profondeur de temps qui est indispensable. Et ça, comme ce matin, il y a eu un exposé de Vincent Minier sur les images en astrophysique. Et on se posait la question du rôle de l'image chez les astrophysiciens ou plus généralement dans les sciences. Et je pense qu'il est très très important d'avoir une approche non pas astrophysique du sujet des images, parce que ça ne suffit pas. Et qu'il est fondamental, alors là encore, c'est pas, pour revenir sur un point qu'on évoquait tout à l'heure avec Antoinette Rouvroy, d'avoir un point de vue transdisciplinaire, non pas pour unifier les points de vue, mais pour créer un concert. Et un concert, là, pour ce qui concerne, j'ai bien compris que tu ne parles pas des images, mais des écrans, mais ce matin, Vincent parlait des images en astrophysique, et pas des écrans. Et en même temps, il n'y a pas d'image sans écran. En tout cas, pour les images dont nous avons parlé là. Et par contre, il y a des écrans sans images. Ça, c'est une autre question. Enfin, voilà, je voulais d'abord insister sur ce point de la profondeur de temps et de la comparativité à travers le temps et du déniaisement par rapport à notre constitution organologique primordiale, ce que j'appelle moi notre constitution organologique. Qu'est-ce que je veux dire? Pour regarder les images que vous avez vues là, il faut une habituation culturelle. Il faut que vous ayez intériorisé cela. J'ai travaillé là-dessus, moi, dans le deuxième tome de La misère symbolique, où j'ai repris des expériences, comme la fameuse expérience de Omrodan. Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était un africaniste qui a fait des images en Afrique centrale, dans des sociétés traditionnelles qui n'avaient jamais vu d'images animées. Et à cette époque-là, les ethnologues trimballaient leurs caméras, mais les systèmes de développement, ils développaient les films eux-mêmes, et il a donc fait un travail qui consistait à filmer des gens, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique exactement, mais c'était au début du XXe siècle, et ensuite à leur projeter le film, et évidemment, la projection du film, ils ne voyaient pas que c'était un film. Donc, parce qu'on ne peut pas, il y a une question de pratique technique et d'intériorisation pour que le film apparaisse comme un film. Et en me référant à cela, j'ai rapporté une histoire que vous connaissez certainement, qui est racontée par Stendhal, dans un livre qui s'appelle Racine et Shakespeare, où Stendhal fait donc un travail de littérateur, d'écrivain, d'amateur de littérature donc sur Racine et Shakespeare, et où il rapporte une sorte d'anecdote extrêmement intéressante qui s'appelle, que j'ai appelé moi le soldat de Baltimore. Donc l'histoire, c'est que en 1830 à peu près, à Baltimore, il y avait un théâtre qui avait été construit récemment, puisque les colons avaient commencé à prospérer, donc ils avaient suffisamment de richesses accumulées pour avoir un théâtre, etc. Mais en même temps, Baltimore restait dans une région pas complètement sécurisée. À l'époque, les États-Unis étaient encore largement... Enfin, il y avait des îlots comme ça, sous contrôle, et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, bref, le théâtre fonctionnait, on y présentait une pièce de Shakespeare.
Et on avait demandé à un soldat, enfin à des soldats, à la fois de faire les pompiers, c'est-à-dire pourquoi des pompiers dans les théâtres? Parce qu'autrefois il y avait des chandelles dans les théâtres, donc c'est pour ça qu'il y a encore des pompiers dans les théâtres. Mais c'était aussi parce qu'on lui demandait il avait un fusil, enfin ils avaient tous un fusil, on leur disait surveillez les environs, parce qu'on peut toujours se faire attaquer. Et à un moment donné, et on lui avait dit, si vous voyez voilà, un comportement meurtrier, enfin un comportement violent, menaçant, etc., bon, voilà, tirez. Et il a vu Desdémone se faire trucider par son mari, il a pris son fusil, il l'a tué, enfin il l'a pas tué d'ailleurs, il a failli le tuer, mais il l'a gravement blessé, le comédien voilà, qui jouait Shakespeare. Et ça c'est la même histoire. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Tu as parlé, et là je suis absolument plus que convaincu, enfin, c'est un des chantiers sur lesquels je suis attelé depuis longtemps, la transformation de la manière de désirer. Par les écrans, par les fenêtres, par ce que j'appelle moi les artefacts, les organes artificiels, disons, de la perception et de l'action. Ils sont en général les mêmes, mais pas toujours. Je crois d'ailleurs que ça mériterait une discussion avec Freud et la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prend pas en compte ces questions dans la construction du désir, et Lyotard non plus. Parce que Lyotard a beaucoup écrit sur tout cela, mais il y a un point sur lequel Lyotard, à mon avis, est sec, c'est cette question. Je pense que ça, c'est ce que Lyotard ne parvient pas à penser. Pas plus que Baudrillard, d'ailleurs. Je pense que c'est un des... Parce que Baudrillard aussi vient de la psychanalyse. Quoi qu'il en soit, ce que tu dis sur les aruspices romains et la question que posait Simon Nassel, c'est une question de projection au sens à la fois de la psychanalyse et au sens du cinéma, au sens du montage d'ailleurs, et de l'effet Kuleshov qui fait que, effectivement, associant deux images, j'en produis une troisième, enfin plus exactement, c'est pas que j'en produis une troisième, c'est que je produis ce que j'appelle moi une rétention primaire. À travers cette rétention primaire, je convoque ce que Husserl appelle les rétentions secondaires du spectateur, ce qui fait dire à Jean-Luc Godard que c'est le spectateur qui projette le film et pas le projecteur. Et quand Jean-Luc Godard dit cela, ça signifie que en fait, chacun voit un film spécifique, parce qu'il ne peut voir que ce que ses rétentions secondaires, ce qu'il a mémorisé, lui permet de voir. C'est le problème du soldat de Baltimore. Lui, il n'est pas capable de voir une pièce de théâtre. Et donc, il y a une éducation. Le voir ne se fait jamais sans éducation. Et je pense que la technologie contemporaine des écrans, quand je dis contemporaine, je dirais depuis la fin du 19e siècle, avec le cinéma, jusqu'à aujourd'hui, les tablettes graphiques que tu as présentées tout à l'heure, reposent sur une prolétarisation du voir. Tu as parlé de la caverne de Platon. J'ai moi-même fait tout mon cours cette année sur la caverne de Platon. Et cette caverne de Platon, j'y ai opposé tout à fait dans le même esprit que toi, en disant on ne sort pas de la caverne. Nous, quand on sort de la caverne, on entre dans une autre caverne. Parce que nous artificialisons, nous ne voyons qu'en artificialisant ce que nous voyons. Par exemple avec Hubble ou avec... Voir, c'est toujours produire un organe pour voir. La lunette de Galilée, les écritures, les aruspices, les tortues dans lesquelles on lit en Chine, qui sont une origine réputée, en tout cas une origine des idéogrammes chinois d'ailleurs. Hein, donc, voilà, tout ça c'est l'histoire de tes écrans. Hein. Mais dans cette histoire, comme on le disait hier, et comme on en a reparlé d'ailleurs ce matin, il y a des phénomènes de spoliation. C'est-à-dire qu'il y a des individus, et Marx dit il y a des classes sociales, où il y a une classe sociale qui s'empare de ça pour dominer une autre classe sociale. Bon. Au XXe siècle, ces processus sont mis en œuvre par les industries culturelles, comme dit Adorno, au service du capitalisme américain. Bon, hein. Et dans ce processus, ce que j'ai essayé de montrer, moi, c'est qu'il y a une perte de savoir radical. J'ai d'ailleurs commencé à faire ça non pas dans le champ des images mais dans le champ du son quand j'étais à l'IRCAM pour essayer de montrer que le problème qu'avait l'IRCAM, c'était que les gens ne savent plus écouter de la musique parce qu'ils n'en font plus, et que la musique qui est faite à l'IRCAM n'est faite que pour des gens qui savent en faire. Voilà. Et ça, c'est pas du tout une réalité élitiste comme on disait autrefois, pas du tout. La musique de chambre est faite pour des gens qui peuvent la jouer. Ça a été
fait pour ça. C'est la musique pour la bourgeoisie, et la musique pour la bourgeoisie, c'est une musique de gens qui jouent du piano, qui chantent et qui jouent du violon. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Les industries culturelles ont cassé cela, et cette cassure a produit une prolétarisation de la perception. Et quand on voit ces personnalités alors quand on voit le numérique capter ce désir d'être en image, eh bien ça répond à une misère symbolique, selon moi, dont je pense que le meilleur représentant que je connaisse est un type qui est mort aujourd'hui, mais qui a été filmé par Kiarostami, et qui s'appelle Hossein Zabzian, donc Close Up, et qui veut, lui, faire des images. Et qui dit, il le dit aux gens, tu as vu ce film, je suppose, il dit aux gens qu'il a escroqué, je ne vais pas raconter le film, ça prendrait trop de temps, il faut que je m'arrête, mais il dit aux gens qu'il a escroqué, vous ne pouvez pas avoir des images sans en faire. Vous pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir un rapport comme ça aux images complètement de spectateurs. Vous devez entrer, pas forcément dans l'écran, parce que Kiarostami dit il veut monter à l'écran. Je pense que Kiarostami se plante complètement. Il veut faire des images, et il le dit d'ailleurs. Il étudie des scénarios de cinéma, etc. C'est un chômeur de Téhéran, qui n'a pas un rond, qui n'a même pas de quoi manger, mais il s'achète des scénarios de films. Et c'est un amateur. Et Godard était comme ça. Parce que c'est ça l'origine, pour moi en tout cas, de ce qu'on appelle la nouvelle vague en France. Alors, si je dis cela, c'est parce que, et je vais conclure là-dessus, moi je fais partie de ceux qui disent que les écrans sont dangereux pour les enfants. Je sais bien. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et que c'est tout à fait vrai que l'écriture est dangereuse pour la cité. Il a raison, peut-on de dire que c'est dangereux, que les sophistes sont des gens dangereux, bien entendu, c'est tout à fait vrai. Et ce qu'il dit, c'est... Alors, l'erreur, c'est de croire que, et c'est ce qu'il fait, c'est de croire que c'est l'écriture qui est mauvaise. C'est pas l'écriture qui est mauvaise. C'est le défaut de socialisation de l'écriture. C'est ça le problème. Et ça, c'est en fait ce que dit Socrate. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de dénégation. Bien sûr que c'est très dangereux, toutes ces technologies. Et d'ailleurs, ce que vous disiez sur les prophètes de malheur aujourd'hui, je vais vous dire qui sont les plus grands prophètes de malheur, ce sont les hackers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, il y a 3-4 ans, étaient les prosélytes du numérique. Et qui aujourd'hui disent, mais attendez, c'est devenu ultra dangereux, il faut arrêter tout ça. La plupart des plus grands prophètes de malheur du numérique, ce sont des gens du numérique. Parce qu'ils savent très bien de quoi ils parlent. Et il y a un vrai choix de société aujourd'hui à faire. Donc il ne faut pas faire de dénégation par rapport à ça. Quant aux problèmes pathologiques chez les enfants, ce sont des réalités. Ce sont des choses, je les ai beaucoup étudiées, j'ai lu au moins une 50aine d'études du monde entier. D'Angleterre, d'Allemagne, de France, la Caisse d'allocation familiale, l'Université de Washington aux États-Unis, etc., qui ont établi très concrètement et très précisément, avec d'innombrables enquêtes, des effets toxiques. Mais le problème, c'est qu'on s'en prend au pharmacone, alors que c'est pas l'image le problème, c'est l'hégémonie du marketing sur l'image. Et donc je pense qu'il faut refaire une critique sociale et qu'il faut reconstruire, tout en disant, comme tu le dis, oui, on ne peut pas sortir de la caverne, mais dans la caverne il y a de bons films et il y a de très mauvais films. Et il faut faire de la critique des mauvais films. Voilà ce que je crois. Je peux te répondre tout de suite et très vite. Et il ne faut pas faire du ludisme. Oui, c'est ça. Faire une critique, si tu veux, de l'économie politique de la vérité du numérique. Voilà, pour reprendre le titre de notre rencontre. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire du ludisme, c'est-à-dire viser à détruire les machines parce que la révolution industrielle arrive à travers les machines. Hein? Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et alors, je reprends maintenant l'ordre des questions qui m'ont été posées. Et la première, à la première a répondu Bernard lui-même, c'est-à-dire à propos de cette histoire de ceux qui ont
élaborer des prophéties apocalyptiques, j'avais fait une référence implicite à Platon en disant « Heureusement quelqu'un se rappelle que ce genre de prophétie, on le retrouve déjà chez Platon pour dire que l'histoire de la culture occidentale est traversée par des prophéties pareilles. Et évidemment, la référence était la référence à laquelle Bernard aussi faisait écho maintenant, c'est-à-dire la référence concernant le dialogue autour de l'invention de l'écriture dans le Phèdre de Platon, où à un moment donné, Socrate rappelle que le roi qui parle avec les dieux qui ont inventé l'écriture dit « Cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris ». Donc là, il y a déjà la prophétie apocalyptique. Hein. Cette mémotechnique qui est l'écriture produira le grand oubli. Et encore une fois, on est là parce que en parlant des ordinateurs, des écrans, on dit la même chose. On dit que ça rend notre mémoire plus faible, etc. Donc voilà, c'était là le fil que je voyais. Et quant à votre question concernant Baudrillard, Baudrillard était présent de manière implicite quand je disais à la fin que s'il n'y a plus de vérité, s'il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du milieu montré par le Truman Show, la raison n'est pas que la réalité soit disparue comme quelqu'un l'a prétendu. Alors là, c'était une référence implicite à Baudrillard, ou à une certaine interprétation de Baudrillard, vu comme celui qui a parlé précisément de cette disparition de la réalité. J'étais en train de dire que c'est pas ça le problème, c'est que une réalité en tant que quelque chose comme une donnée pure et préalable par rapport à nos images de cette donnée est une invention métaphysique. C'est l'invention de la métaphysique elle-même, selon laquelle la vérité serait au-delà des images. Voilà, et ce sont les deux questions qui m'ont été posées au début. En ce qui concerne la question qui soulignait, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt peut-être une manière de relancer ce que je disais qui concerne la duplication que les écrans actuels produisent. Mon effort était précisément de trouver une formulation pour dire cela, pour dire comment ça s'exprime au niveau de désir. Et j'avais trouvé cette formulation que je me permets de rappeler, être présent sur la surface des écrans
numérique, au moins pour un instant, pour se voir soi-même comme un autre vu par autrui. Voilà. C'est un peu ça, ma manière, ma tentative de dire cette duplication dont vous parliez. Et en ce qui concerne, là, j'ai pas très bien compris pourquoi, par rapport à ce que je citais d'Arras concernant le templum, vous m'avez tous les deux évoqué le montage. Alors, ce qui dit Arras, c'est en quelque manière préalable à la question du montage des images. C'est-à-dire, Arras dit, à un moment donné, les aruspices romains ont tracé dans le ciel ou bien au sol un quadrilatère en disant, s'il y a une tache là-dedans, elle est quelque chose qui vaut plus qu'une tache. Hein? Et donc, et c'est ça qui m'intéressait, parce que l'écran, c'est pas qu'un morceau de mur, mais c'est un morceau de mur où les taches qu'on voit ne valent pas que en tant que tache. Hein? C'est ça la convention qui est à la base de la valeur des images. Hein? Et voilà. Et c'est ça ce qui est à la base des écrans aussi, et qui a cette série de renvois, et donc écran, fenêtre, templum et peut-être rideau au sens de Pythagore. Le fait d'avoir souligné ce type de passage et ce type de périodisation sur laquelle je voudrais revenir encore une fois, permettez-le-moi, l'idée est que le mot écran, alors écran, on parlait d'écran pour, je vous disais, une surface qui cache. Hein? Dante, à la fin du XIIIe siècle, parle des femmes d'écran, c'est-à-dire des femmes qui sont qui cachent l'identité de la femme de laquelle il est véritablement tombé amoureux. Et donc il y a cette idée de l'écran comme quelque chose qui cache, qui vient de l'idée de l'écran en tant que protection. Le paravent, c'est un écran, et donc protection contre le froid, protection contre le feu, etc. Là, il y a une signification, si vous voulez, univoque du mot écran. Et quand cette signification devient-elle ambivalente au début du XIXe siècle? Non pas au moment du cinéma, mais au moment des fantasmagories. D'un côté, la machinerie des fantasmagories, c'est-à-dire la source lumineuse, est encore une fois cachée, écran, mais de l'autre côté, l'image projetée par la fantasmagorie, mais la fantasmagorie projetée derrière l'écran, est montrée aux spectateurs qui sont devant l'écran. Avec le cinéma, qu'est-ce qu'il se passe? Que la source lumineuse n'est plus derrière, n'est plus derrière l'écran. Et donc, à partir de ce moment-là, l'écran ne renvoie plus à quelque chose qui serait au-delà de lui. Hein? Et pour quelqu'un qui fait de la philosophie, cette idée qu'il n'y a pas un au-delà qui
qui cache la lumière est quelque chose qui a une importance énorme. Donc il n'y a plus au-delà, il n'y a que en deçà. Et là, à mon avis, l'ambiguïté cachée, montrée, commence à se perdre. À travers un procès séculaire qui arrive jusqu'au moment où on a la tendance à identifier l'écran avec le display, c'est-à-dire quelque chose qui, de manière littérale, ne fait que montrer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ce qui ne veut pas dire que l'écran soit le dernier mot là-dessus. Mais vous avez raison là, parce que par exemple, il faudrait dire que maintenant, on est en train de voir qu'il y a une tendance à mélanger écran et fenêtre. Et donc, il ne faut pas penser à quelque chose comme la fenêtre c'est fini, maintenant il y a l'écran. Allez voir sur YouTube la Smart Window de Samsung qui est une fenêtre écran. Donc un hybride fenêtre écran qui permet qu'on peut installer à la maison. Il semble que je suis payé par Samsung pour vous expliquer ça. Vous pouvez l'installer à la maison, à la place d'un mur, et vous voyez au-delà de l'écran, mais vous avez toutes les fonctions d'un écran qui peuvent être affichées sur la fenêtre. Voilà.